Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. On se retrouve encore une fois avec Willou qui revient de Dortmund d'un superbe match et en plus de ça il m'a fait faire une draft Bundesliga. Ça c'est un tricheur, franchement. Ça c'est un tricheur. Il est allé en immersion en Allemagne, après il est venu faire sa draft Bundesliga. En fait je suis pas allé au Signal Iduna Park voir un beau match de Champions, voir Lamine Yamal sur le côté pendant 45 minutes. Je suis allé faire du scouting de Julien Duranville, des quelques petites entrées de joueurs intéressants, de Félix Nmecha. Est-ce que vraiment il mérite d'être dans la draft? Voilà, on fait des déplacements de 6 heures aller-retour dans la roue pour faire de bonnes drafts Bundesliga. C'est tout le concept de la chaîne. On est vraiment rendu là. Tu peux pas dire que le gars il a pas d'engagement. Tu peux pas dire qu'il se donne pas à 200% dans ce qu'il fait. Donc du coup, une belle draft Bundesliga que vous aurez l'occasion de voir si elle n'est pas déjà en ligne ou elle sera en ligne dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller la voir avec deux très belles équipes, deux très beaux 11. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires. Cependant là aujourd'hui on va discuter un tout petit peu, j'ai envie de dire une discussion assez relaxe, assez tranquille. On est en ce moment le 12 décembre, on approche de la fin de l'année 2024. Une saison de foot, vous-même vous le savez, c'est sur 2 années, hein, c'est pas juste sur une année civile, donc c'est sur 2 années. Donc du coup là, on attend 2025 voir ce qui va se passer. Cependant, on sait tous qu'en 2025, on va arriver vers la fin de 2025, on aura encore le même débat, le débat qu'on a à chaque fois, un débat qui est éternel. Et j'ai l'impression que dans l'analyse qu'on a un tout petit peu du débat, du Ballon d'Or, j'ai l'impression que de temps en temps, on oublie un tout petit peu le passé. Donc là, j'ai envie qu'on discute un peu de ce Ballon d'Or-là. On est en décembre. On va dire, mais ils sont fous, eux. Mais je dis, ouais, mais c'est parce que à un moment donné, quand je vois vos réactions, il faut qu'on soit fou. Il faut qu'on devienne fou un tout petit peu, qu'on commence à anticiper. En date d'aujourd'hui, sincèrement, Willou, j'ai envie de dire qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent dire qu'ils sont en lice pour le Ballon d'Or. Je rappelle juste que pour cette saison, les critères qui devraient vraiment, je pense, ou les compétitions qui devraient influer sur le Ballon d'Or sont les compétitions nationales, continentales de clubs, et éventuellement cette année ils nous l'ont rajouté. J'ai pas vu beaucoup de hype, j'ai même pas, j'ai vu les groupes, je suis passé à autre chose. Ça m'a donné mal à la tête. En fait, la Coupe du Monde des clubs là, j'ai vu les groupes là, ça m'a donné mal à la tête. On va pas organiser nos vacances autour de ça, on va dire. Ouais, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit Stan, est-ce que réellement l'année prochaine tu veux être bloqué du mois de juin au mois de juillet, comme s'il y avait l'Euro et la Coupe du Monde, alors que tu peux aller à travers le monde, t'amuser, voir la famille, vraiment profiter et tout. J'ai dit, je suis encore en réflexion. Je pense pas que je vais m'asseoir et puis faire des matchs de Palmeiras contre Inter Miami. Est-ce que tu vas laisser Gianni Infantino décider de mes vacances? C'est ça, en fait. Je suis pas convaincu. Donc, cette année, on va être très honnête. Je pense que arrivé à la finale de la Ligue des Champions, on devrait avoir une idée, plus ou moins, de qui serait normalement, qui devrait être notre Ballon d'Or. Parce qu'il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de grosses compétitions qui devraient faire qu'on devrait attendre, je pense, jusqu'à la fin de l'été. D'autant plus que je suis pas convaincu. Ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir, que les grands joueurs vont tous jouer la Coupe du Monde des clubs. Je pense pas que les gars vont envoyer forcément, je pense pas que les gars qui vont aller en finale de Ligue des Champions vont gagner la finale de Ligue des Champions et puis vont se dire, nous, on va aller encore jouer une Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'ils vont plutôt envoyer des Hendrick ou quelques jeunes joueurs à gauche et à droite. Je pense que ça va remplacer les matchs amicaux peut-être pour ces clubs-là. De pré-saison? Ils vont considérer que ça fait un peu leur tournée de pré-saison et parce que après, sinon, la saison d'après, elle arrive très très vite. Donc peut-être ils vont considérer les choses comme ça. Ouais. C'est quoi, tu les as donné les dates Coupe du Monde des clubs? Ça commence le 15 juin. Oui, c'est comme et ça se finit le 13 juillet. Ouais, c'est long. Ça va être long, hein. Moi, je suis down pour débriefer un match en passant, tu vois, de temps en temps. Il y a pas de souci, ça peut être sympa, surtout si tu as le temps de regarder. Je me dis, ça peut être cool. Mais, genre, me concentrer à 200%, me dire, ouais, je vais regarder. En fait, moi, déjà, même moi, je participe même pas. Pourquoi je vais, il n'y a pas Arsenal, il n'y a pas la Juve, il y a des grands clubs, on n'est pas là, on ne nous a pas inclus. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait se fatiguer? Et puis, je ne sais même pas comment ils ont fait pour choisir les clubs. Genre, l'Inter Miami qui est qualifié, il y a plein de gens aux États-Unis qui ne sont pas contents. En MLS, ils ne sont pas contents parce que les Galaxy, ils ont gagné leur MLS, c'est leur 3e ou je ne sais pas combien, un truc. Enfin, il y a des grands clubs qui ne sont pas qualifiés, mais ils ont changé les règles. Donc, Messi a gagné la saison régulière, donc ils sont là-bas. Bref. Comme j'ai dit, moi, je vais pas prendre mon été pour être là à parler de Coupe du Monde des clubs. En tout cas, on verra. Peut-être 1, 2, 3 matchs en passant. Ou si Léo décide de la gagner pour fatiguer tout le monde, je veux dire faire 2, 3 punchlines. Mais sinon, globalement parlant, je pense que la saison se termine à la finale de la Ligue des Champions. Donc, la question à se poser aujourd'hui, c'est si on devait s'arrêter là maintenant, c'est qui le Ballon d'Or? C'est une question à poser. Ouais, j'aime beaucoup cette idée qu'il y a beaucoup dans les sports américains de faire des power rankings tout au long de la saison. Comme ça, tu l'as bien noté, on voit un peu l'évolution de la mentalité, on fait des points de passage comme ça.
et c'est des choses sur lesquelles tu peux revenir plus tard, mais juste aussi pour montrer, j'aime bien l'idée de tu vois par exemple la manière dont le MVP est donné en NBA, même s'il y a un MVP des finales plus tard, je trouve ça intéressant qu'il soit attribué avant qu'on connaisse le vainqueur de la compétition. Oui. Parce que souvent, le Ballon d'Or, ça ressemble un petit peu trop à, ok, bah du coup, qui a été le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné le trophée le plus important. En tout cas, ça peut avoir cette dimension-là. Un peu trop, ça biaise beaucoup nos jugements. Alors que là, commencer à y réfléchir avant que le moindre trophée, en tout cas important, ait été décerné, bah on se concentre plus sur ce qu'est fondamentalement cette récompense, une récompense individuelle. Et ouais, j'aime bien, je trouve que c'est un très bon concept. Ouais, donc moi je pense qu'aujourd'hui, froidement, si on regarde l'affaire, c'est vrai que c'est assez compliqué le football des fois de juger offensivement, défensivement. On en a discuté ici plusieurs fois en disant, bon, quelle est la pertinence d'avoir un ballon d'or? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir genre un joueur par ligne, un 11 de l'année seulement, un truc, parce que c'est difficile de juger. Mais je pense qu'en date d'aujourd'hui, il y a quelques gars qui sont en train de sortir un peu du lot. Et j'ai envie de commencer par 2 joueurs. Moi, je pense qu'il y a 2 joueurs aujourd'hui, dépendamment de comment leur saison va se passer. Parce que c'est ça qui est intéressant dans la discussion. C'est ce que tu as dit, c'est vrai. Tu sais, l'année passée, on nous a fatigués ici. Vinicius, pour qu'à la fin, finalement, on se rende compte que Vini gagne pas le Ballon d'Or et qu'il n'y a même pas 1 mois ou 2 mois, au Real, ils désignent le meilleur joueur de la saison au Real, ils l'ont donné à Bellingham. L'année passée, ils l'ont donné à Bellingham. Donc, c'est-à-dire que même dans le même club, ils sont pas convaincus de savoir qui a été le plus pertinent entre Vinicius et Bellingham. On est fatigué de tous ces amalgames. Aujourd'hui, on va parler de choses sérieuses. Moi, je pense que dépendamment de comment la saison va se passer, en ce moment, il y a encore rien, il n'y a pas de titre, mais il y a 2 joueurs qui, pour moi, sortent du lot. Ouais, directement. Le premier, c'est Rafinha. Je pense qu'on peut le dire. Au top avec cette équipe du Barça là, au top en termes de buts, de passes décisives, au top en termes, j'ai envie de dire, déjà l'implication statistique, elle est là, on peut pas le lui enlever. Rafinha est en train de faire une saison qu'il n'a jamais fait dans sa vie, il n'arrête pas de marquer, c'est un Rafinha qui était sur le départ cet été, qui devait aller peut-être en Arabie Saoudite, c'est un Rafinha que les derniers mois sous Xavi, on n'était pas convaincu de ce qu'il était capable d'apporter, mais là franchement, il est en train de s'imposer, il y a absolument rien à dire, brassard de capitaine en main, c'est une double responsabilité au Barça, donc être capable de performer, je pense que ça te met automatiquement dans la liste des contenders du Ballon d'Or. D'autant plus que ils sont jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à preuve du contraire, je pense, ils sont encore en liste pour essayer de gagner la Liga et peut-être éventuellement la Copa del Rey. En Ligue des Champions, ils sont 2e. Ils ont battu le Bayern. Je pense que c'est une équipe du Barça à ce stade-ci de la compétition. On peut sortir, je pense, un joueur hors du lot, c'est Rafinha pour ce qu'il met. Et on peut sortir un autre joueur qui normalement devrait être un contender au Ballon d'Or la saison prochaine, qu'on le veuille ou non, c'est Lamine Yamal. Donc moi, j'en sors déjà 2 là. Il y en a un autre, moi, qui me marque dans cette saison, qui est tout simplement extraordinaire, c'est Mohamed Salah. En Ligue des Champions, il n'est peut-être pas aussi extraordinaire parce qu'il a mis son 2e but seulement, penalty la dernière fois et tout. Mais Mohamed Salah, la saison qu'il fait en ce moment avec Liverpool, la constance qu'il a, sachant que tout le monde est parti, je l'ai dit la dernière fois, c'est tous des Saoudiens, sauf Salah. Il n'y a que l'Égyptien, il a décidé de ne pas être saoudien. Sinon, tous c'est des Saoudiens. Le Sénégalais est devenu saoudien, le Brésilien, les Brésiliens, ils sont devenus saoudiens, les Firmino, les Fabinho, l'Anglais là-bas, là, Endo, il est devenu saoudien, après il a décidé d'être néerlandais, je sais pas. Bref, ils sont tous partis en fait. Il y a eu une belle vague de changement à Liverpool et le seul fossile qui reste, c'est celui qui a 8000 ans sur Terre, c'est la pyramide, c'est Mohamed Salah. Donc, moi aujourd'hui, je m'arrête un peu là-dessus et je me dis, offensivement parlant, il y a ces 2 joueurs-là qui me marquent et je me dis, si on doit partir sur, en date d'aujourd'hui, contender au Ballon d'Or, ben, je mets Rafinha, je mets Salah. Maintenant, il y en a d'autres qui peuvent arriver. Comme nous a dit Mbappé dans son entrevue, il a dit oui, c'est à partir de janvier qu'on va commencer à compter, que la saison compte réellement au Real Madrid. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que j'en ai 2 là qui sortent du lot un tout petit peu. Bah écoute, ça me va bien. J'ajouterais, si on se concentre vraiment sur les joueurs offensifs, j'en ajouterais 3-4 autres qui me viennent quand même assez vite. Moi, je suis d'accord, je me souviens après c'est pendant le match contre Man City, je pense, à la coup de sifflet final à Anfield. Je me retourne vers mon pote et je lui dis, franchement, Liverpool, le début de saison de malade qu'ils sont en train de faire, premier de Premier League, premier de Champions, Salah, le début de saison qu'il est en train de faire, en Premier League, c'est 13 buts, 8 passes D, c'est un délire, 21 contributions décisives en 14 matchs. Pour Salah, c'est des chiffres qui sont lunaires dans le championnat avec la plus grosse exposition, en jouant avec l'équipe qui fait le meilleur début de saison. Je dis à mon pote, franchement, à Liverpool, s'ils font un parcours ne serait-ce que bon en Champions,
bah, Salah, il sera peut-être le candidat numéro 1 pour remporter le Ballon d'Or. Forcément, la Champions, on verra, mais sans compétition internationale, sans Euro, sans Coupe du Monde, ça va vraiment être club. Et je crois que Salah, là, à quoi, 32 ans, où il peut aller prendre son premier Ballon d'Or. C'est ce que je lui avais dit il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, je le mettrais numéro 1 du Power Ranking pour moi. Parce que je pense que non seulement il y a le début de saison qui est statistiquement extraordinaire, mais en plus sur le secteur offensif, même si j'aime bien Gakpo, même si Darwin Núñez montre beaucoup plus de choses, même Luis si Diaz. tu peux parler de Luis Diaz qui est super non seulement sur les buts, la pression, l'activité, mais il y a un secteur offensif intéressant à Liverpool, clairement. Mais au Barça, Rafinha, il partage immédiatement la lumière avec Lewandowski, qui est le meilleur buteur de la Champions, déjà, sur le début de saison, qui est le meilleur buteur en Liga, j'imagine aussi, et avec Lamine Yamal, qui est celui qui est le plus crack des trois, qui est le plus impressionnant des trois, je trouve, encore une fois en l'ayant vu au stade hier, mais les espaces qu'il trouve, la vision qu'il a, la qualité de déplacement, il prend son premier trophée de Man of the Match hier contre Dortmund, et il y en aura beaucoup d'autres, mais au stade, vraiment, Yamal, c'est une violence à quel point il est serein et tranchant. Et le fait que Rafinha partage cette lumière, eh ben on sait toujours dans le classement du Ballon d'Or et dans une perspective Ballon d'Or, c'est ça qui peut le mettre en dessous. Et aussi juste parce que le truc avec Rafinha, c'est que c'est clairement 3-4 mois maintenant qui sont de très loin les meilleurs de sa carrière. On attend de voir si c'est sustainable. J'adore le Rafinha version flic. Je pense que la prise de profondeur sous flic, cette recherche systématique dans le dos de la ligne, la complicité qu'il y a avec Yamal, avec Lewandowski, c'est clairement des super bons points pour lui. Je pense que ça peut durer toute la saison. Mais avec Rafinha, on est sur une éclaircie extraordinaire, et ça qui nous intéresse beaucoup sur ce début de saison. Avec Salah, on n'est plus surpris. Et il semblerait que cette saison, en poussant encore un peu plus fort, en étant peut-être encore plus dans la lumière avec un top Liverpool qui pourra aller loin en Champions et sa situation contractuelle très particulière qui fait qu'il est en plus devant sur les médias, sur la narrative et tout. Voilà, on sent tous qu'il y a un petit truc autour de Salah. Donc aujourd'hui, je dirais Salah 1. Moi, je mettrais peut-être même Yamal 2. Parce que sur ça, excuse-moi de te couper, sur même je trouve ça très intéressant ce que tu dis là, parce que ça nous ramène un peu après à ce qu'on a vu avec le Real finalement, et ce qu'on a vu aussi avec Liverpool, avec Sadio Mané, avec Virgil van Dijk, avec Mohamed Salah. C'est-à-dire que finalement, quand tu arrives et que tu es une équipe et que tu n'as pas un joueur qui sort du lot et que vous avez 3-4 contenders, est-ce que ça vous desservit pas quoi qu'il arrive? Parce que Yamal l'année prochaine, il se bat pour quoi? Yamal doit encore être Golden Boy. En fait, il veut quoi lui? Il se bat déjà. Yamal, peut-être il fait une grosse saison, peut-être il est vraiment contender pour le Ballon d'Or à 17-18 ans. Et ce ne serait pas un miracle, parce que je pense que le plus jeune Ballon d'Or, ça n'a pas été R9, je pense, ou un truc comme ça. Je pense que R9 peut-être qui a été un des plus jeunes Ballons d'Or. Donc je me dis, je pense que Yamal a cette capacité-là d'éclater des records et de gagner le bail à 18 ans. C'est possible. Et donc ça pose effectivement, c'est pour revenir à ce que tu dis, ça pose ce problème-là avec Rafinha. Peut-être un problème que Salah a moins aujourd'hui, parce que oui, il y a un collectif derrière lui, mais c'est lui qui sort littéralement du lot. Donc ouais, je trouve ça intéressant. C'est vrai que Rafinha a un problème. C'est vrai. Ouais, donc, mais c'est sûr, je mets Rafinha dans mon top 5, sans doute dans le top 3. Pour l'instant, si je faisais mon power ranking comme ça, peut-être Salah 1, en 2, entre Yamal et Rafinha. En tout cas, ça c'est le podium. Et après, sur les autres joueurs offensifs que j'aimerais ajouter, je t'ai parlé de Robert Lewandowski, bien sûr. J'aimerais ajouter Wirtz et Musiala. Musiala qui me semble passer une dimension supérieure dans son apport statistique, qui cherche à être beaucoup plus tueur, beaucoup plus finisseur des actions, en plus d'avoir toute la panoplie qu'on connaît. Et ça, on sait que niveau classement Ballon d'Or, ça peut énormément compter. Il n'était pas dans les 30, hein, et Wirtz, l'année passée, juste pour te rappeler. Ouais, qui n'était pas dans les 30 l'année dernière, c'est une dinguerie, alors que si l'Espagne est au bord de l'élimination contre l'Allemagne dans la finale avant l'heure, c'est parce que Musiala leur a fait tellement mal, et il pousse Carvajal à être exclu, parce que la seule manière de contenir Musiala, c'était de le retenir et de prendre un deuxième jaune. Il était vraiment à un très 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 haut niveau, et il a payé juste la mauvaise saison du Bayern, où il n'y avait aucun joueur bavarois qui du coup était que tu pouvais vraiment considérer, parce qu'ils font la pire saison de leur histoire récente l'année dernière, en perdant le titre, etc.
Mais du coup, ouais, j'ajouterais Musiala que je trouve hors norme et je pense sur le talent pur, c'est une distinction individuelle. Là, pour l'instant, on ne sait pas qui va gagner les trophées encore et le Bayern a encore totalement la possibilité d'être dans la conversation. La grosse victoire contre le Shakhtar 5-1 leur a fait du bien, donc ils seront là et en Bundesliga, ça se passe pas mal aussi pour Compagnie. Nouveau projet, il y a plein de choses à améliorer, mais quand même c'est pas mal. Et j'ajouterais Florian Wirtz aussi parce que peut-être qu'il payera le fait d'être que à Leverkusen, entre guillemets, donc un petit peu moins d'attention médiatique pour les votants, machin. Mais Wirtz, c'est un niveau délirant. Si on parle encore une fois de distinction individuelle, mais juste le but de Wirtz contre Sampaoli l'autre jour, là. Le contrôle orienté sur une touche, la deuxième touche en plein mouvement à 20 mètres, petit pont sur le gars, et après il finit en 1 contre 1. Enfin, juste, c'est le virtuose. Comme me disent les gars de ma communauté, et ouais, vraiment il glisse sur la pelouse, c'est un régal absolu, il est tellement fort. Je crois que sur les 5 premiers matchs de Champions, j'ai pas vu s'il a été élu l'autre jour contre l'Inter, mais sur les 5 premiers matchs de Champions, il avait reçu 4 fois le trophée d'homme du match UEFA sur les 5 premiers matchs Champions de sa carrière. Donc on verra jusqu'où Leverkusen peut aller. Là actuellement, ils doivent être top 4 peut-être de la Champions sur le classement, donc ils font un super début d'exercice. Ils sont 4e, Liverpool 1, Barça 2, Arsenal 3 et Leverkusen 4 avec plutôt un bon goal average. Wirtz très haut niveau et vas-y, je te balance plus de noms comme ça parce que pour l'instant je t'ai dit. Là, après il y a c'est des joueurs aussi où malheureusement tout dépend de l'évolution de leur saison aussi, tu vois, parce que c'est ça, mais si on s'arrête maintenant, pour moi, Wirtz, tu peux le considérer top 5 Ballon d'Or et c'est pas du tout choquant. Sur le niveau actuel qu'il est en train de montrer, je vois aucun contre-argument raisonnable pour l'enlever de cette conversation. Vraiment. Et il y en a un autre qui est aussi choquant et peut-être il va payer le fait de pas jouer la Champions, c'est Cole Palmer, que tu mets aussi pour moi dans le top 10 directement. Wirtz, Musiala, Palmer, Lewandowski, Salah, Rafinha, Yamal. Ça fait beaucoup d'offensifs, mais si tu me fais un top 10 sans ces joueurs-là, je suis pas d'accord. Yeah, mais moi j'ai envie de rajouter à cela Bukayo Saka. Je pense qu'il mériterait largement d'être là parce que cette saison, quand même, jusqu'à présent, on a eu la blessure de Odegaard qui est très important, mais Saka a été le plus constant. C'est le deuxième en termes de but et de passe D derrière Mohamed Salah. C'est les deux seuls qui ont ce rythme-là en ce moment en Première Ligue. Personne ne réussit à les suivre après 15 matchs, je pense. Donc, ouais, je pense que Bukayo Saka, j'aurais rajouté dedans. Maintenant, là encore vient le problème du Ballon d'Or et le problème reste le même. C'est comme tu l'as dit. C'est pour ça que moi j'aime bien qu'on en parle aujourd'hui et j'espère que les gens ils vont. Palmer est devant Saka en but qu'il a mis la dernière. Il a pas mis. C'est quel match ils ont fait ici là, il nous a fatigué Palmer. Il a mis ses penalties là, c'est 2 penalties ou je sais plus quoi. Là. Il n'arrête pas de marquer, il est dangereux. Avec Palmer, les buts ils viennent souvent par c'est 3 ouf, lui il met 4, pas exactement, il met pas 1, il met 3 d'un côté, 4 de l'autre, machin. Donc ouais, ça donne de ces boys là qui sont assez intéressants. Maintenant, ça dépend de l'évolution. Est-ce que Arsenal sera champion de Première Ligue pour qu'un boy comme Bukayo Saka soit pris réellement au sérieux dans la discussion du Ballon d'Or? Est-ce que le Barça de Hansi Flick va réussir à soit gagner la Liga, reprendre la Liga au Real, l'année où Mbappé est arrivé, machin et tout ça, et essayer d'aller le plus loin en Ligue des Champions, tu vois, c'est tant de facteurs qui sont assez importants. Parce qu'il y a des joueurs qu'on oublie aujourd'hui. Tu me dis, oui, Florian Wirtz et tout, mais je doute que dans la discussion populaire, que Florian Wirtz, malgré tout le talent qu'il est, malheureusement, il ne soit pas considéré dans cette discussion-là parce qu'il est à Leverkusen, parce que X, parce que Y. Ouais, l'année dernière, il a fait 12e. Ils se sont gérés, mais l'année dernière, Leverkusen, ils font une saison extraordinaire où on parle que d'eux en Allemagne, en fait, tu vois. Ils réussissent à arrêter une domination de plus de 10 ans ou 11 ans du Bayern. Ah, bien sûr, c'était extraordinaire. Mais ils jouaient pas la Champions. Ça, c'est vrai. Ils sont allés en Europa, ils ont perdu la finale. C'est le match qu'il fallait pas perdre. C'est le match. Mais il y avait l'Euro, c'est vrai, où Wirtz a aussi marqué si je dis pas de bêtises, le premier but de la compétition. Donc ça, c'était un moment de lumière en plus. Après, il a chuté un petit peu durant l'Euro quand même. Il a chuté, je pense, 2-3 matchs là. Après. Et Musiala a pris le relais plus. Mais ça donne des joueurs intéressants comme ça. Par exemple, moi, il y a un joueur qui aujourd'hui, j'arrête pas de le voir jouer, je trouve intéressant. Je le vois à Arsenal. Vous savez, je le vois à Arsenal. Il est au Milan AC, c'est ton boy. C'est Reinders.
Mais c'est un boy, en fait, je regarde le boy jouer au football, je dis, le football des fois, c'est pas que des buts et des passes décisives, le football des fois, c'est l'impact que tu as sur le terrain, le football des fois, c'est le flair, c'est la manière à laquelle tu peux changer le cours d'un match, le football des fois. C'est tant de choses qui sont au-delà du but et de la passe décisive, en fait, tu vois. Et moi, je trouve que, par exemple, un boy comme Reijnders, aujourd'hui, l'évolution, ce qu'il est en train de faire, pas qu'il doit être ballon d'or, loin de là, dans mes pensées, mais je dis que si l'année prochaine, tu dois essayer, dépendamment de la saison que va faire l'AC Milan, comment ils vont se gérer, surtout que ça a été quand même un début de saison compliqué, et puis tout cela, dépendamment de l'évolution qu'ils vont faire, c'est un boy qui, s'il est dans les 25 ou dans les 30 du ballon d'or, normalement, ça doit pas nous choquer, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important à ce stade-ci, pendant qu'il n'y a rien. Il n'y a personne à gagner. On peut parler, tu as raison, Cole Palmer, il mérite. Cole Palmer, il mérite. Il mérite d'être là. Il y en a d'autres aussi qui mériteraient d'être là, tu vois. Donc, ouais, moi, je trouve ça assez intéressant. Maintenant, ouais, vas-y. Ouais. Je suis en train de voir, du coup, le classement du Ballon d'Or 2024 que Rodri a gagné. Et j'ai cherché cette information pendant les quelques jours qui ont suivi et après j'ai oublié. Mais tu t'avais vu finalement le détail des points? Des votes? Oui, normalement, j'ai le France Football quelque part ici, là. J'ai le. Mais parce que j'ai les points là. Et tu sais, on se disait, franchement, ouais, Rodri le gagne, mais je suis sûr que ce sera très très serré à la fin. Et le pourcentage de vote, du coup, c'est 17,64% pour Rodri et 17,02% pour Vinicius. Rodri a pris 1170 points, Vinicius 1129. Voilà, c'était très très serré, ça s'est pas joué à grand chose. Et Bellingham, troisième, a pris 917 points. 1170, 1129, 917. Pour dire à quel point le vote Bellingham, comme tu le dis, a phagocyté le vote Vinicius et a split ça. Et finalement, Vinicius, voilà, il est à 41 points sur quasiment 1200, de passer devant Rodri. Juste pour dire à quel point ça s'est joué à rien du tout. C'était un vote très splitté à la fin, avec t'as Carvajal qui a pris plus de 500 points, Haaland plus de 400, Mbappé plus de 400, Lautaro plus de 400. Le nombre de mecs qui ont mis Carvajal premier, genre, ok, en fait, c'est ça le problème aussi. C'est que même les fans du Real, eux-mêmes, ils savaient pas. C'est qu'aussi, eux aussi, ils doivent être honnêtes avec nous, quoi. Tu vois, genre, ils ont beaucoup parlé. Moi, j'ai écouté beaucoup d'avis, j'ai vu beaucoup de choses passer sur le Ballon d'Or. C'est pour ça que j'ai pas voulu beaucoup réagir, parce que ça allait m'énerver, tu vois. Moi, en fait, c'est que moi, il y a un certain niveau, en fait. Si tu voilà, je suis comme ça, quoi, en fait. À un certain niveau, en fait, si les gars n'arrivent pas à arriver là-bas, moi, ça m'énerve, je recule, tu vois. Donc, la vérité, c'est que même eux, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ils étaient 35 000 à dire, ouais, Carvajal devait gagner. Mais comment Carvajal peut gagner, Bellingham peut gagner, Vinicius peut gagner? Choisissez-en un. Ils n'ont pas été capables d'en choisir un. As a décidé c'est qui le meilleur joueur de la saison, ils l'ont donné à Bellingham. Machin, je sais pas quoi, c'est qui le meilleur joueur, ils l'ont donné à Bellingham. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils sont pas capables d'avoir un consensus à l'intérieur même de, j'ai envie de dire, de l'institution, ne venez pas demander à ce que le monde, en fait, ne soit pas divisé. Donc aujourd'hui, moi, je suis désolé, ce qui a tué Vinicius, nous tous, on le sait, c'est les votes. Mais quand tu le dis, les gars se fâchent. Non, ils ont triché, ils ont machin. Ils m'ont tous énervé, les fans du Real, en fait, sur cette affaire-là, parce que j'étais comme, vous agissez comme des enfants immatures, en fait. Genre, get over it, genre Thierry Henry a perdu ici 2 ballons d'or, tout le monde a perdu. Ok, alors pour que tu t'énerves moins, pour te faire redescendre, pour te calmer un peu, je te propose une question. Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme en NBA un Defensive Player of the Year? Parce que le foot, c'est pas que les attaquants, c'est pas que les joueurs offensifs. Et là, pour l'instant, tu vois, on est en train d'essayer un petit peu de composer notre power ranking top 10. Et pour l'instant, moi en tout cas, je t'ai sorti Salah, Yamal, Rafinha, Lewandowski, Wirtz, Musiala, Palmer, moi Saka, et t'as ajouté Saka. Voilà, que des joueurs offensifs pour l'instant. Pour moi, Van Dijk, le début de saison qu'il est en train de faire et le joueur qu'il est, l'importance qu'il a à Liverpool. Pour moi, tu fais un top 10 sans Van Dijk du Ballon d'Or là pour l'instant, là power ranking, clairement tu te trompes. Il doit y être, mais on sait très bien voilà. Van Dijk peut pas gagner le Ballon d'Or. C'est les joueurs offensifs qui gagnent le Ballon d'or, voilà, c'est une réalité. Pareil, le Carvajal, que certains mettent top 1, c'est pas cohérent par rapport au Ballon d'or. Donc, est-ce qu'il faudrait une récompense défensive? Moi, je pense que oui, il faudrait une récompense défensive. Maintenant, la question, c'est de savoir sur quoi tu te bases réellement pour juger ta récompense défensive. Est-ce que tu te bases sur la fonction défense ou la fonction attaque du défenseur? Parce que, en fait, la réalité, le football a évolué de certaine manière qu'aujourd'hui, tes pistons, tu les considères comme quoi? Dépendamment de l'impact qu'ils ont dans ton équipe, tu vois. Aujourd'hui, tu regardes, je sais pas,
Je regarde par exemple un joueur comme Jules Koundé, toi qui l'as vu jouer hier face à Dortmund, c'est un joueur qui, dans cette position de piston-là, offensivement et défensivement, il est très important. Hier, on l'a vu face à Dortmund, le nombre de bons centres, les crochets dans les dribbles et les crochets, les réajustements qu'il fait à l'entrée de la surface de réparation pour essayer de trouver ses coéquipiers, ça fait de lui automatiquement un joueur très important. Un Trent Alexander-Arnold, est-ce que tu le mets dans un Defensive Player of the Year parce qu'il joue plutôt défensif ou parce que c'est son apport offensif qui est intéressant quand il monte, quand il donne des longs ballons, quand il se repositionne comme milieu de terrain, quand ils ont la possession et tout. Donc, moi, c'est un peu ça qui me pose problème. Ça, j'ai dit aujourd'hui que le football, en fait, la dernière fois, c'est ce que j'avais dit il y a quelques années en disant, je sais pas, le football, des fois c'est simple, des fois c'est compliqué, mais la chose la plus dure, c'est de savoir l'expliquer. En fait, c'est vraiment ça, en fait, c'est de savoir expliquer le football. C'est ça qui est le plus gros challenge. Donc, quand je m'arrête sur ça, j'ai envie de dire oui, Liverpool, le nombre de clean sheets qu'ils ont fait, c'est évident que Van Dijk mérite largement d'être parmi ces top défenseurs-là de la saison. Tu vois, même quand tu regardes, par exemple, même les performances derrière, même quand tu regardes... comment il s'appelle l'autre je regarde au niveau d'Arsenal aujourd'hui, je regarde ma première ligue, mais il y a que ce soit Saliba ou que ce soit Gabriel, oui c'est vrai qu'on en a encaissé début cette saison, on est peut-être un peu moins solide que l'année passée, mais n'empêche que globalement parlant, c'est des gars qui face à des grands attaquants tremblent très rarement en fait, tu vois. Donc ouais, moi je suis d'accord pour le Defensive Player of the Year. Maintenant, c'est juste de savoir les critères réellement sur lesquels tu vas te baser pour essayer de nommer un joueur défensivement. Est-ce que ton milieu défensif rentre dans un défensif? Ouais. Genre ton boy Gravenberch, mais Gravenberch, c'est Bien la sûr, saison, bien sûr. Mais quiconque a vu Liverpool est honnête. Mais Gravenberch, si c'est pas ça là, c'est lui. Et Van Dijk. En fait, ils ont une colonne vertébrale aujourd'hui, mais que Arneson ne touche même pas. C'est Van Dijk, Gravenberch, Mohamed Salah. Il touche pas. Tout le reste autour, ça peut bouger. Il peut essayer de modifier et tout. Mais est-ce que Gravenberch peut être dans la discussion d'un joueur défensif ou plutôt d'un joueur de maintien de jeu ou d'un joueur offensif? En fait, c'est ça qui est intéressant. Et par exemple, en NBA, tu vois le cas avec la récompense Defensive Player of the Year. C'est que absolument tous les joueurs sont considérés. Il y a aucun joueur qui ne va pas être considéré pour cette distinction. Tout le monde peut la gagner. Et Michael Jordan l'a gagné combien de fois, la distinction Defensive Player of the Year? Alors qu'il a aussi gagné plein de fois le trophée de MVP. Donc, c'est possible de gagner les deux. Peut-être un jour, dans pas trop longtemps, on aura un ami français qui gagnera les deux, saison après saison. En tout cas, on le souhaite. Et par exemple, tu parlais d'un Alexander-Arnold, d'un Gravenberch, pour moi, c'est des joueurs qui doivent être impliqués dans les deux catégories. On peut avoir un monde où Alexander-Arnold fait une saison de malade et il est nominé dans les deux compétitions, dans les deux distinctions, même si pour moi, Defensive Player of the Year, je dirais, si je devais définir, je dirais joueur dont l'impact défensif a été substantiel et a été particulièrement notable. Et Alexander-Arnold, c'est un défenseur, mais son impact défensif à proprement parler, c'est pas celui que je trouve le plus marquant. Je mettrais plus un Gravenberch et je dirais que potentiellement tu pourrais carrément considérer aussi un attaquant, pourquoi pas, un attaquant qui fait un travail défensif hors norme, qui est le premier initiateur du pressing. Tu pourrais penser à un Griezmann Prime en tant que joueur défensif de l'année. Tu pourrais carrément le mettre dans cette distinction. Tu vois, ça marcherait aussi. Les gardiens, évidemment, que tu dois considérer aussi. Donc ouais, j'aimerais, parce que je trouve ça triste de faire un ballon d'or et à la fin sur les nominés, il y a 5-6 défenseurs qui sont mis là, mais qui en vrai vont toujours finir entre la 20e et la 30e place. Il y a une exception Carvajal, mais surtout parce qu'il marque un but en finale de Ligue des Champions, parce qu'il y a des moments offensifs qu'on lui attribue, mais je trouve que ça augmenterait un petit peu la qualité de l'analyse qu'on peut faire autour de ce sport si on faisait une distinction à part, séparée pour les défenseurs. En son absence, je mets Van Dijk dans mon top 10, si on doit faire notre power ranking là au 12 décembre 2024, comme t'as voulu qu'on le fasse. Je mets Van Dijk dans mon top 10 et même pas très loin de mon top 5, parce que j'ai envie de récompenser son super. Non, je suis tout à fait d'accord. Franchement, ouais, sur ce point-là, je suis d'accord. Après, il y a aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui m'ont beaucoup marqué, j'ai envie de dire, défensivement, là, au courant de la première partie de saison. En tout cas, si vous en avez en commentaire, n'hésitez pas. Allez, oui, Gravenberch, comme je disais, je suis d'accord. Au milieu de terrain défensif. Mais sinon, mis à part ça, Gabriel, ça va, mais ouais, encore pas mal, dépendamment de l'évolution de là où tu es. Tu vois, Arsenal, pour le moment, on n'est pas là où on devrait être normalement. Je pense qu'on devrait être
côte à côte de Liverpool, mais là, on est quand même en retard par rapport aux ambitions qu'on a et au début de saison. Même si le calendrier, tout ça, on peut en parler, mais n'empêche, en Ligue des Champions, ça va globalement. Donc, je regarde et je me dis, je pense que j'ai quand même de bons défenseurs. Après, non, c'est pas la chose qui me marque le plus. Tu vois, quand je regarde les grands clubs en cette première partie de saison, je sais pas, il y a pas, tu sais, tu regardes au Bayern. Est-ce qu'il y a un joueur défensivement qui t'a bluffé au Bayern depuis le début de la saison? Ou pas Mécano est pas mal. Personnellement, ouais, bof, franchement, je t'ai dit, il a un problème de joint de culasse, lui, depuis quelque temps, lui. C'est franchement, c'est le démarrage, là, de temps en temps, le démarrage est douteux. Il cale un peu le pas mécano. Mais, je regarde Kim, j'ai été un peu déçu. Il y a eu des matchs où ils n'ont pas été très bons, surtout des gros matchs, en fait, où tu les attendais. C'est un peu ça, des fois, tu vois, genre, je peux comprendre qu'en Bundesliga, chaque semaine, en championnat, tu te gères, tu fais tes clean sheets et tout. Mais quand le mardi, mercredi soir arrive, c'est prime time et que tout le monde te regarde face au Barça, on s'attend pas à ce que tu fasses certaines erreurs, tu vois. Donc, ou face au Real ou whatever. Donc c'est un peu ça. Donc je regarde au Real, c'est quel défenseur m'a bluffé. Ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls ou bien ils sont blessés. À part Rudiger, ils sont tous nuls ou blessés. Peut-être Courtois. Et Courtois, Courtois. Mais même là, encore une fois, est-ce que tu es dans un impact de Courtois? Ouais, quoi que Courtois, quand même, vu les nombres de ballons qu'il prête, c'est ton quart, là, défensivement. On peut mettre Courtois dans la discussion. Au Barça, t'as qui au Barça? T'as Koubarsi peut-être, hein, que tu peux mettre dans cette discussion-là parce qu'il est jeune, parce que vraiment. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Quand tu me dis effectivement. Koundé, tout à fait. Jules Koundé, Koubarsi, je pense que c'est les deux qui sortent vraiment du lot dans cette défense-là, qui sont réguliers aussi. Parce que Baldé a eu des blessures. Inigo Martinez, bon, ça va, ça vient, ça part, tout ça. Donc, bref, je regarde ça et je suis d'accord avec toi. Je pense que le Defensive Player of the Year ferait du sens parce que quand tu te poses calmement et tu t'assois, tu te dis, ouais, il y a quand même des joueurs très intéressants qui font certaines équipes, en fait, et qui permettent à l'équipe aussi de pouvoir fonctionner. Genre, une équipe, c'est tout un, c'est attaque-défense, ça permet de Stan, cette distinction individuelle, elle fait tellement de sens que on se retrouvera dans quelques mois pour en faire une vidéo. Ça, c'est dans les cartons. Fin de saison, on fait notre Defensive Player of the Year top 10. Je vais essayer de vous trouver. Et j'espère que Van der Bremt sera là dedans, évidemment. C'est un défenseur. Vous pensez que j'ai oublié? Quand Van der Bremt sera dans le top 10, vous allez tous vous taire. Et vous allez comprendre que j'étais pas là pour rigoler. Et du coup, si on doit faire notre top 10 là du 12 décembre, qui pas forcément dans l'ordre, mais t'as dit Salah, Rafinha sont ton top 2. Et vas-y, si on doit compléter et s'arrêter et avoir une vidéo sur laquelle on revient dans quelques temps pour dire, sans considérer est-ce qu'ils peuvent le gagner avec la saison de leur club et tout, mais sur le niveau actuel, qui est-ce que tu mettrais dans ton top 10? Ouais, moi je pense que, comme on a dit, il y a Salah, t'as Rafinha. Ouais. Si je décide de rester un tout petit peu, j'ai envie de dire, en Espagne, je suis obligé de mettre, et que je le veuille ou non, en fait, Vinicius, parce que son début de saison est top. Ah, on n'en a pas parlé, c'est vrai. La petite blessure. C'est lui, il va chercher parce que Rodri est out. Rodri ne peut pas défendre son titre vu qu'il va pas jouer de la saison. Donc, dans tous les cas de figure, l'année prochaine, on a un nouveau ballon d'or, en fait, tu vois, dans tous les cas de figure. Parce que Rodri ne va pas venir nous bluffer pendant 2 mois entre mai et juin, là, c'est pas possible. Donc, Rodri, si tu mets Rodri dans ton top 10 power ranking du 12 décembre, je m'inquiète un peu, ouais, c'est sûr. C'est abusé. Donc, moi, je dirais, donc, on a dit Salah, on a dit Rafinha, on a dit Lamine Yamal, évidemment, qui est dedans, sans aucun doute. Lewandowski, je l'aime bien, mais je le sors. Je pense que... Ah ouais? Ouais, je le sors quand même. Je sais pas pourquoi, mais c'est un feeling. Je pense que... Je sais pas. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont prendre plus. Non, mais sur le niveau actuel, en fait. Sur le niveau, c'est quand même le meilleur buteur de la Champions et il a 16 buts en 16 matchs de Liga quand même, non? 23 buts tu le mets pas dans le top 10? Non, moi je vois les matchs de Liga chaque semaine. En fait, s'il y a un truc sur lequel je rigole pas, c'est le Barça, le Real. Genre, je connais ces deux équipes-là presque par cœur, je les vois jouer. Genre Lewandowski, les fans du Barça, ils savent, ils me laisseront pas mentir. Il y a des matchs où de temps en temps, il est là sur le terrain, il faut rien en fait, tu vois. Mais même hier face à Dortmund en fait, il est là. Il y a des matchs de ce genre-là. Il y en a eu pas mal en Liga en fait. Donc oui, il est venu là, qui doublé, triplé, machin, tout ça, meilleur buteur en Ligue des Champions, 7 buts et tout. Mais c'est personnel, hein, c'est juste personnel. Je n'enlève rien sur le talent de Robert, vous aussi, et tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Miskin, il aurait dû gagner le Ballon d'Or 2020 s'il n'y avait pas de Covid. Mais je pense que quand on parle de vote splitting. Il faut faire des choix, ouais. Tu le mets pas dans le top 10. Ouais, Rafinha, Yamal, moi, je le sors. Je le sors. Donc, tac. Vinicius à l'intérieur. Je suis obligé de mettre je je le veuille ou non, je le mets dans la discussion. Parce qu'en termes de statistiques, il fait ses stats, même si en termes de performance, il n'est pas là. Mais ça me montre que la deuxième partie de saison, s'il fait performance et statistiques sur le même niveau, on est foutu, c'est le Kicks. Le Kicks, t'es obligé. Moi, le Kicks, je le mets dedans.
Sur le début de saison, tu mets Mbappé dans ton top 10 oui, mais il peut être 10e, mais il est dans les 10. Je dis, il peut être 10e, mais il est dans les 10. Ok, on va avoir un top 10 très différent, mais c'est cool, vas-y, ton top 10, du coup, t'as Mbappé 10. J'ai mis Mbappé à l'intérieur, j'ai Mbappé dans les 10, c'est sûr. Bukayo Saka est à l'intérieur, ça c'est évident. Okay. Pour moi. Alors, du coup, si je suis fair avec moi-même, mais ça fait juste 2 mois qu'il est chaud. J'enlève Bellingham. Je mets pas Bellingham dans ce début de saison. Ouais, je trouve que ça fait sur le début de saison. Ça fait 2 mois qu'il est chaud, mais même en termes de stats, ça lui a pris du temps avant de claquer son premier but, avant de trouver ses repères, avant de machin. Donc c'est pour ça que je suis obligé de sortir Jude Bellingham. Je suis d'accord avec toi concernant Musiala et Florian Wirtz en Allemagne sans aucun doute. Tu les mets dedans. Je les mets dedans. Je pense que je t'en ai donné quoi, 7 ou 8 là. Il m'en reste. Là, t'en as 8. J'en ai 8, il m'en reste 2. J'ai envie de mettre. Il m'en reste 2. Gravenberch ouais, Gravenberch, je suis d'accord. C'est celui que j'avais en tête là tout de suite. Mais au niveau de Liverpool, j'étais en réflexion. Au niveau de City, j'ai personne. Le début de saison est catastrophique. Cole Palmer, non on peut finir avec Cole Palmer peut-être. On peut finir avec Cole Palmer parce que là, je Barça, Real, Atlético, attention, hein. Atlético, là, attention, il y a des boys là-bas, on ne sait jamais. Moi, j'ai dit cette semaine en disant que le scénario de Cholo, d'un coup, il gagne la Liga pendant que les deux sont en train de se disputer là, dans toute la saison. D'un coup, lui, il gagne la Liga à la fin de la saison. Maintenant, tu mettrais qui de l'Atlético pas loin du top 10 ou dans le top 10 Maintenant, j'ai envie de dire Grisou, peut-être Julian Alvarez, mais même là encore, c'est récemment qu'il a commencé à chauffer réellement. Mais je dirais peut-être Grisou, qui est juste constant, qui n'arrête pas de marquer en fait, qui est dans un vrai strike là. Donc plus Grisou que Palmer. Plus Grisou que Palmer. Plus Palmer que Grisou. Plus Grisou que Palmer. Ouais, plus Grisou que Palmer. Parce que Palmer, déjà, même, il va avoir de la misère à nous convaincre qu'il peut être meilleur joueur en première ligue. Tu vois, vu la concurrence qu'il y a, vu les compétitions que les autres jouent aussi. À moins que Cole Palmer aille chercher le championnat avec Chelsea là, mais ce qui m'étonnerait en date d'aujourd'hui, mais je dirais ouais, Antoine Griezmann pour un retour, pour le fait qu'il a arrêté l'équipe de France aussi va lui donner encore plus de peps, il va être encore plus frais, ça va faire du bien à l'Atlético et il est en train de faire une très bonne saison pour un joueur qu'on considérait comme étant cramé. Quand on voit le dernier Euro de Griezmann, quand on voit les derniers matchs de Griezmann avec l'équipe de France qui était en galère totale et ça marchait pas, quand on voit le fait qu'il a pris sa retraite, on pensait que c'était la fin et pourtant c'est peut-être un renouveau. Donc ouais, je mettrais Griezmann. Et ça me permet peut-être de compléter un peu. Tu n'as pas beaucoup de joueurs défensifs, comme j'ai dit, mais ça donne un peu cette idée de qui pourrait être aujourd'hui considéré comme Ballon d'Or. Et après, on peut être surpris à tout moment de la saison, quoi, tu vois. C'est possible. Ouais. Et ça revient. J'aimerais revenir sur un point, Willow. On a eu cette discussion-là une fois. Je vais finir avec ça. On avait dit les prédictions improbables ou impossibles. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo. Et dans cette vidéo-là, je t'avais dit qu'Haaland ne gagnera jamais le Ballon d'Or. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. On a eu cette discussion-là ensemble. Ouais, je ne me rappelle pas. On avait fait la vidéo et j'avais dit Haaland, c'était ça ma prédiction de fou. J'avais dit Haaland ne gagnera jamais le Ballon d'Or. Et je maintiens ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas de logique. En tout cas, là, c'est vrai que... logique, mais c'est juste, je le sentais venir il y a déjà 1 an, 2 ans en disant il peut mettre 70 buts dans la saison. Il ne gagnera pas le Ballon d'Or. Et le pauvre, la saison où il doit être, la saison où il peut gagner le Ballon d'Or, parce qu'il n'y a pas de compétition internationale pour créer des interférences avec Haaland, normalement, c'est cette année, il est en train de faire une saison de merde, pour le moment. C'est-à-dire que c'est cette année qu'Haaland doit mettre 70 buts, gagner la Ligue des Champions. Et là, il n'y a pas de discussion parce qu'il n'y a rien d'autre, en fait, qui va pouvoir lui mettre le truc. Mais à chaque fois qu'il va faire quelque chose, Haaland a fait une grosse saison ici, Messi est venu, il a gagné une Coupe du Monde et puis il a pris le Ballon d'Or. Et pourtant, Haaland est quand même, en ce moment, le meilleur buteur de Première Ligue à égalité avec Mo Salah. C'est ça qui est dingue. Et pourtant, je suis 100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. C'est un peu la même raison pour laquelle je ne mettrais pas Mbappé dans mon top 10 perso, même si les chiffres sont loin d'être déshonorants. Tu vois, 9 buts, il est 4e meilleur buteur de Liga. Non. En tout cas, c'est une bonne réflexion sur Haaland et t'as ton top 10 du coup avec Salah, Rafinha, Vinicius, Yamal, Mbappé, Saka, Musiala, Wirtz, Grisou, Gravenberch. Moi, si je devais risquer mon top 10, je vais dire Salah 1. Excuse-moi, j'ai pas d'italien là. Pas que les Italiens se fâchent, hein. Les gars de la Serie A, là, ils vont se fâcher de cette réflexion là. T'as pas un Italien là, qui sort du lot un peu que t'as pas d'Italien, mais tu vois, je sais pas quel Italien tu mets si tu dois en mettre un de l'Inter, par exemple, on en parlait l'autre jour dans le 11 Champions. Thuram? Ouais, Marcus Thuram fait un bon début de saison, il a 10 buts.
Mais est-ce que tu le mets top 10 Ballon d'Or quand même dans un top 10 où tu mets pas Cole Palmer, mais tu mets Marcus Thuram, je suis pas très convaincu par ça. Top 10, c'est difficile. Aussi, AC Milan aussi, je vois pas un boy qui sort du lot. T'as parlé un petit peu de Reinders. Ouais, j'aime bien Reinders parce qu'il a un truc, genre, il a un truc spécial, tu vois. Genre, je vois le talent au-delà des stats, tu vois. Donc, c'est pour cela. Mais sinon, Léao, c'est vraiment, je sais pas, moi, franchement, je suis fatigué, quoi. En fait, les boys, les Milanais, là, il y en a aucun qui me convainc. Naples, il y en a aucun qui me convainc. Oublie ça. Il reste qui d'autre? La Juve, c'est un projet reconstruction. Ça vient de reprendre. Tu vas pas mettre Moïse Kean, même s'il est 3e meilleur buteur. T'as Lookman, voilà, qui est toujours bon, l'Atalanta, c'est intéressant. Lookman peut être. Lookman s'est gagné le Ballon d'Or africain cette année. Et qui fait une belle saison avec l'Atalanta en Ligue des Champions, il peut rentrer top 10. C'est vrai que c'est possible. Je pense que s'il y a moyen peut-être de faire top 10, c'est dommage que la CAN ne soit pas cet été. C'est dommage qu'on ne se gère pas et que la CAN ne soit pas en été. C'est ça, je veux dire, c'est surtout l'année dernière. L'année dernière, il a fait quel classement à la fin? Il est top 10 ou quasiment, non? Il a fait 14e, je pense. 14e. Il a fait 14e en ayant fait finale de CAN avec le Nigeria et en plantant un triplé en finale d'Europa League. Je pense pas qu'il puisse faire plus que ça cette saison. Ça va être serré. Ouais, non, je suis d'accord. Si ok, vas-y, donc c'est quoi toi ton... Mon top 10, je vais dire Salah 1, entre Rafinha, Yamal pour le 2, mais vas-y, on va dire si c'est vraiment power ranking, et on considère là où on en est 12 décembre, allez, on va mettre Rafinha en 2, Yamal en 3 pour moi, Lewandowski en 4, je vais dire Wirtz en 5, je vais dire Vinicius en 6, je vais dire Van Dijk en 7, Palmer en 8, Gravenberch en 9 et Gyökeres en 10. Parce que oui, c'est le Sporting, mais c'est un Sporting de malade mental. C'était dommage le départ d'Amorim, mais c'est quand même 17 buts en 13 matchs de championnat, 5 buts en Ligue des Champions. C'est une menace. Ils ont battu City grâce à son gros match. Voilà, si on met pas Gyökeres là maintenant dans un top 10. Je suis d'accord, fair enough. Même avec la Suède en plus, l'autre jour il met un quadruplé et tout. Je dirais ça comme top 10. Il y a fair enough pour Gyökeres, c'est juste, j'espère que ça va pouvoir continuer en deuxième partie de saison, là, qu'ils vont réussir à sortir de leur... Parce que là, j'ai vu, il y avait 3 matchs qu'ils n'ont pas gagné, qu'ils n'avaient pas gagné en tout cas, avant cette semaine en Ligue des Champions. J'ai pas vu ce qu'ils ont fait même en Ligue des Champions. Malheureusement. Avant cette semaine en Ligue des Champions, ils n'avaient pas de truc. Mais j'ai hâte de voir. Ok, c'est intéressant. Bah écoutez, la famille, dites-nous à peu près, vous, ce que vous avez en tête, en fait. Tu vois, c'est vraiment, c'est open discussion, parce que c'est important. J'accepte un Kimmich, hein. Si quelqu'un veut mettre Kimmich, j'accepte. Pas loin du top 10 en tout cas. Top 15, je mettrais, je pense. Intéressant. Bah après, c'est pour ça que je dis que l'évolution de la saison peut faire les choses. Par exemple, moi, à Arsenal, honnêtement, si par exemple, on arrive en fin de saison et qu'on fait une saison extraordinaire, disons, on gagne le titre, mais quel que soit ce qui s'est passé, je pense que mon numéro 1, c'est Martin Odegaard, hein, devant Bukayo Saka. C'est franchement parce que je me suis rendu compte que quand lui, il n'est pas là, même Saka lui-même, il a du mal des fois à s'en sortir, tu vois. Donc, il y a un peu ce truc-là où tu te dis, il y a des gars qui sont encore là en bas, mais qui ne sont pas encore sortis cette saison, qui n'ont pas encore montré leur plein potentiel. Ça peut revenir très vite en deuxième partie de saison. D'autant plus qu'il y a la Ligue des Champions en janvier. Il ne faut pas oublier, on a 2 matchs de Ligue des Champions qui vont être très décisifs, hein, que ce soit Paris, Stuttgart, machin, City, tout ça, ça va être très intéressant. City, Non, moi, je t'ai dit... Willou, toi-même, tu sais qu'on attend tous les deux, on attend la dernière journée. Si Paris ne se qualifie pas, tu sais ce que je vais te dire. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Et s'ils se qualifient, qu'est-ce que tu diras? Je dirais ils ont échappé. De justesse. Parce que jusqu'à maintenant, tu sais, hier, le fait que Stuttgart a gagné, ça fout le bordel. Ouais, Stuttgart a gagné avec 5 buts. Goal average et points, ils sont là avec le PSG. On les attend. Il y a Paris, Stuttgart qui s'en fait. Ça va être... J'ai trop hâte. Ce janvier va être incroyable. Ces 2 derniers matchs de Ligue des Champions là vont être incroyables. J'ai hâte, ça va être le bordel. Donc, bref, tout est encore possible. Donc, j'ai hâte de voir. Mais dites-nous en commentaire, la famille, pour vous, en date d'aujourd'hui, c'est qui votre ballon d'or? C'est qui pour vous, en tout cas, celui qui est le leader? Et aussi, dites-nous, pour vous, en ce moment, c'est quoi votre defensive player of the year? Comme ça, nous aussi, dans les commentaires, ça me donnera une idée pour savoir quand on va revenir là-dessus au mois de, je sais pas, mars, avril, mai, au printemps. Inch'Allah, quand on va revenir là-dessus, on pourra en discuter. Donc, on se retrouve là, on est en décembre, je pense janvier, février, on se revoit fin février, début mars pour le Ballon d'Or. Ça me va très bien. Comme ça, après, on pourra revenir là-dessus. Et j'adore le concept, hein. Franchement, très bonne idée, Stan. Là, on a une bonne idée là, on a une bonne idée de à peu près de quoi ça a l'air, donc on verra si en mars, ça va changer. Attention aux blessures, hein. On vous a dit, Willou vous a déjà dit.
Attention blessure. Vinicius, machin, tout ça, faut pas enchaîner. Attention, mais c'est vrai, faut pas Ah bah ça, faut c'est pas être sûr. trop blessé, gérez-vous. Bon, la famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.